Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast I Am, dans lequel les invités vont partager avec vous leur passion, leur métier, les hauts, les bas qui font d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast I Am. On a le plaisir d'enregistrer dans les studios de la radio HDR. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons Manu. Bonjour Manu. Alors bonjour à tous. Je vais te laisser te présenter. Alors donc moi c'est Manu Mendy, donc j'ai 52 ans, j'habite à Rouen, je suis né à Rouen. Je suis de profession pompier professionnel. Voilà, depuis pas loin d'une trentaine d'années sur Rouen. J'ai un parcours un peu atypique où j'ai commencé sur Petit Quevilly. Par la suite, j'ai fait pompier de Paris et ensuite pompier professionnel depuis 30 ans sur le département de la Seine-Maritime avec divers parcours, diverses formations, puis monter les échelons au fur et à mesure jusqu'à aujourd'hui. On va revenir un peu. Nous ici, on aime bien faire un retour vers l'enfance. Donc, tu es né où ? Alors moi je suis né à Rouen, donc rive droite, donc il y a 52 ans, voilà. Donc j'ai partagé un petit peu ma vie entre la Seine-Maritime et l'Île-de-France pour mes études. La Seine-Maritime où j'ai fait toutes mes classes, aussi bien professionnelles que loisirs, et voilà. Et ton parcours scolaire ? Alors mon parcours scolaire, donc moi j'ai débuté mes études sur Rouen, donc j'ai eu un CAP micromécanique, un BEP microtechnique. Ensuite, j'ai poursuivi avec un bac génie mécanique, un BTS microtechnique et j'ai terminé avec une licence en sciences et techniques industrielles. Ah ouais, pas mal. Beau pas parcours. mal, bon. Motivé quoi, il a fallu. Ouais. D'accord. Et avec ce parcours, ce beau parcours scolaire, tu te destinais vers quel métier ? Alors initialement, je me destinais pour être travailler en microtechnique, donc c'était tout ce qui concerne la science industrielle et tout ce qui était microprocessus. Et il a fallu travailler pour avoir un niveau scolaire minimum, pour pouvoir s'en sortir un petit peu dans la vie. Et j'ai été rattrapé par une autre passion qui était les pompiers, où j'ai débuté en qualité de pompier volontaire à l'époque sur Petit Quevilly. Et justement, d'où est venu cet amour pour les pompiers ? Alors tout d'abord, c'est un copain d'enfance. Son père était chef de centre de la caserne de Petit Quevilly et en discutant avec lui au fur et à mesure, j'ai été visiter la caserne, puis j'ai trouvé que c'était bien, un bon esprit d'équipe, l'activité opérationnelle et le fait d'aider son prochain, c'est toutes les valeurs que je partageais. Et j'ai contracté un engagement de pompier volontaire il y a plus de 35 ans. Parce que j'ai commencé d'abord par pompier volontaire sur Petit Quevilly, puis après j'y ai pris goût. J'ai passé les différents concours et mon parcours m'a amené par la suite à devenir pompier professionnel. Ok, donc en parallèle, tu fais toujours tes études ? Oui, tout à fait. Donc je faisais mes études en parallèle, donc mes études sur Rouen. Et ensuite j'ai fait mes études sur Paris, donc mes études supérieures en microtechnique. D'accord, donc les études c'était plus la semaine et le week-end quand tu revenais, tu étais pompier volontaire ? Donc c'est ça, donc la semaine c'était les études, donc consacré aux études, et le week-end pompier volontaire ainsi que durant les vacances scolaires. Est-ce que tu te souviens de ta première intervention ? Ma première intervention, oui, c'était marrant, c'était un feu de voiture. Donc voilà, et c'était un feu de voiture sur Petit Quevilly, où là, un petit peu de stress parce que c'était la première intervention, on ne savait pas trop où est-ce que je mettais les pieds, trouver ma place au sein de l'équipe. Mais ça l'a fait parce que j'étais bien encadré, puis j'ai pu mener la mission jusqu'au bout, quoi. Ouais, donc ça se passe comment ce jour-là ? Alors ce jour-là, ça se passe, c'est que on a tous des sélectifs, ce qu'on appelle des bips. Donc le bip sonne, donc ça veut dire qu'on doit partir en intervention, se rendre à la caserne, donc d'être prudent, de quitter chez soi jusqu'à la caserne, donc au niveau trajet. Ensuite, c'est s'équiper, mettre la tenue d'intervention. Donc, il y a quand même le petit palpitant parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on part. On a le motif, mais voilà. Donc, après, c'est tout le trajet entre la caserne jusqu'à l'intervention où là, chacun a son rôle bien défini, etc. Et après, c'est procéder à l'extinction de la voiture avec toutes les précautions à prendre pour la protection collective et individuelle pour ne pas inhaler les fumées. Donc,
porter les appareils respiratoires pour nous protéger de toutes nos voies respiratoires. Voilà. Ok. Et pour bien comprendre, c'est-à-dire que vous, quand vous montez dans le camion, vous êtes combien à peu près ? Tout dépend le type d'intervention et le type de camion, comme vous dites. Ouais. C'est que pour tout ce qui est incendie, c'est 6. Ok. Donc il y a un chef d'agré, donc le chef du véhicule, le conducteur et 4 personnes derrière. Donc ça fait 6. Pour une ambulance, c'est 3. Donc Ok. on a un conducteur, un équipier, puis on a le chef d'agré, donc le chef qui va commander l'ambulance. Après, en fonction des véhicules et en fonction des missions, soit on est renforcé, ou soit c'est des effectifs qui sont prédéfinis à l'avance avec les qualifications qui vont bien, quoi. Ok. Et donc, quand vous arrivez sur le lieu, donc là, c'était une voiture incendiée. Oui. Chacun a son rôle. Oui, tout à fait. Donc chacun a son rôle. Donc le chef qui donne les premières consignes. Donc à savoir tout d'abord c'est la sécurité des agents. Le conducteur qui lui doit gérer la pompe et donner de l'eau à la lance. Et ensuite les équipiers qui, eux, ont un rôle prépondérant avec des missions bien spécifiques, à savoir un chef qui, lui, va prendre la lance, un équipier qui va l'assister. Puis après, il y a d'autres petites choses où là, il faut dégarnir le véhicule, il va falloir faire attention pour ne pas inhaler de fumée et ne pas mettre trop d'eau ou pas assez. Donc chacun a son rôle bien défini en fonction de la mission, quoi. Ok. Et donc, une fois que le véhicule n'est plus en flammes et tout ça, la mission, elle est terminée. Après, il y a toutes les vérifications d'usage, donc à savoir pour éviter les reprises de feu, donc bien noyer le véhicule, c'est de contrôler si derrière tout ce qui est plastique, armature, etc., si derrière ça brûle pas. Donc c'est ce qu'on appelle le dégarnissage, donc il va falloir gratter, etc. Ensuite, c'est surtout discuter un petit peu avec la personne dont le véhicule a brûlé, lui donner toutes les modalités, puis surtout un petit peu le réconforter si la personne est là, quoi. Puis lui expliquer un petit peu comment ça se passe pour les assurances, voilà. Donc ça c'est toutes les choses annexes qu'on apprend puis qu'on restitue auprès des personnes. Ok, donc là on va dire que la première intervention est terminée, vous remontez dans le camion, vous retournez à la caserne, et là c'est quoi ton sentiment ? Le sentiment, là c'est malheureusement, alors nous il y a un sentiment un petit peu d'excitation parce qu'on a fait un feu, donc on est content d'être monté dans le camion, d'avoir fait le feu, on sent la fumée, etc. Il y a le matériel qu'il va falloir reconditionner. Après, on pense toujours à la victime parce que la personne a perdu un véhicule, un bien matériel. Voilà. Après, on repart pour d'autres aventures, quoi. Ouais. Alors là, quand c'est que matériel, donc ça va. Lorsqu'il y a un bilan humain qui est assez lourd, là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, quoi. Donc là, ça y est, tu as fait déjà ta première intervention et tout ça. Et puis là, ça y est, tu te considères un peu plus comme pompier ou... Pas encore, il y a toujours à apprendre. Oui. Puis on apprend toujours dans tous les boulots, quoi. Donc là, on prend ses marques. Puis après, au fur et à mesure, on prend ses marques. On a nos tâches qui sont définies à prendre en compte. Et avec le temps, on prend de l'assurance. Puis on acquiert de nouvelles compétences. Puis après, normalement, tout roule. Mais un feu est différent, quoi. Chaque feu est différent, les gens sont différents avec lesquels on discute, nos équipes sont différentes, les véhicules qui brûlent aussi c'est un autre feu, un feu de maison, c'est différent, quoi. Alors on a des procédures, donc c'est avec l'entraînement qu'on acquiert des automatismes. Super important l'entraînement. Donc dans ta présentation, tu disais que tu t'es parti faire pompier de Paris. Oui, alors tout d'abord j'étais pompier volontaire sur Petit Quevilly, donc j'ai fait ça 5 ans, où là j'ai fait mes armes, donc j'ai appris un petit peu les premières bases, et à l'époque on devait faire son service militaire, donc moi directement je me suis engagé au pompier de Paris. Donc pompier de Paris c'est un peu le Graal, c'est l'élite des sapeurs-pompiers en France, donc j'ai décidé de rentrer chez les pompiers de Paris, où là j'ai fait mes classes à Créteil, et ensuite j'ai été affecté dans le premier arrondissement de Paris, au niveau de Châtelet-Les-Halles, et avec mon secteur d'intervention. Donc ça, ce fut une expérience très enrichissante. L'expérience, donc, c'est la capitale, par contre, très exigeant. Le régime de travail et le fonctionnement est vraiment bien cadré. Donc, il y a beaucoup de jeunes. Donc, qui dit des jeunes, ça veut dire que en sport, c'est un niveau très élevé. Au niveau discipline, c'est militaire. Donc, on est militaire avec toutes ces règles. Donc, moi, ce fut une bonne expérience. Beaucoup d'interventions, des droits de réserve également, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit en région parisienne. Donc, on rentre dans l'intimité des gens. Donc, il y a des choses qu'on voit qu'on ne doit pas divulguer. Donc, c'est les interventions comme on peut retrouver en province, mais en puissance multipliée par 100, quoi. D'accord. Voilà, c'est vraiment quelque chose
de puissant. Ouais. Et moi, je regrette pas mon passage aux pompiers de Paris, quoi. Ouais, et puis, moi, j'ai toujours entendu que c'était chaud pour rentrer aux pompiers de Paris. Oui, effectivement. Donc, une sélection qui est assez accrue. Puis, on demande des exigences physiques élevées parce que pompiers de Paris, la population est dense. Donc, les interventions sont multipliées par 100. Donc, il faut être au top de sa forme physique et au top aussi intellectuellement parce qu'il y a des choses à apprendre. Donc, et comme c'est l'armée, donc c'est cadré, la sélection est rude. Donc régulièrement on est évalué sur la forme physique, sur l'intellectuel également, et des évaluations qui nous permettent éventuellement de poursuivre une carrière aux pompiers de Paris en montant les grades, ou soit rester à son niveau, mais tout le monde peut trouver sa place en fonction du souhait de son parcours. Voilà. Ouais, d'accord. En parallèle de tout ça, il y a les études, il y a les pompiers, et tu as fait de la boxe aussi. Oui, donc la boxe, le sport de haut niveau. Donc j'ai fait du full contact. Donc pareil, alors comme tu disais, donc avant tout c'était les études. Et pour avoir un équilibre dans la vie, c'est les études, c'est la famille, c'est également le sport. Donc le sport, moi j'ai commencé par du full contact étant très jeune, donc cadet, et avec un niveau où là j'ai gravi un petit peu à l'image des pompiers, puis de mon parcours scolaire. Donc tout doucement j'ai fait les premiers championnats. Donc ça a été les championnats départementaux avec un titre de champion de Normandie, ensuite les championnats interdépartementaux, les championnats de France. Donc j'ai été champion de France de full contact, et ensuite ça m'a ouvert les portes de l'équipe de France, où là avec l'équipe de France j'ai pu faire des rencontres internationales un petit peu partout, donc en Bulgarie, en Hongrie, aux États-Unis, donc en Russie, en Belgique, en Angleterre. Avec le travail, j'ai pu avoir un titre de champion d'Europe et après un titre de champion du monde amateur en full contact. Félicitations. Ouais, c'est gentil. Donc tout en conciliant, puis pour mon équilibre, donc le sport, mes études et l'activité de sapeur-pompier, quoi. Ouais. Il a fallu faire des choix, parce que quelquefois, j'avais par exemple, petite anecdote, j'avais mon bac blanc à réviser, voilà, donc l'équipe de France m'a appelé pour faire une compétition, c'était Helsinki, donc j'ai décidé de refuser d'aller à Helsinki pour réviser. Puis mon bac blanc, quoi. Donc dans la vie, il y a des choix, des quoi. choix à faire, voilà. Ouais, des fois c'est cornélien, mais donc, quand tu réfléchis bien, tu te dis il faut aussi allier un petit peu tout, quoi. Oui, tout à fait. En plus, ça va bien avec les pompiers de Paris, parce que la condition physique qu'il te faut en tant que boxeur de haut niveau, ça s'allie avec la condition physique qu'il te faut chez les pompiers de Paris. Oui, aux pompiers de Paris, oui, tout à fait. Donc, puis pompiers de Paris, donc il y a beaucoup de sportifs de haut niveau aux pompiers de Paris, quelle que soit la discipline. Donc, c'est quand même l'image de marque, quoi. Donc, la petite pression. Donc, lorsque je partais un petit peu en déplacement, c'était de ramener au moins une médaille. Au pire, une médaille de bronze. Parce que c'était un petit peu dommage de rentrer bredouille si on partait en déplacement, quoi. Mais bon, dans l'ensemble, ça allait. Donc, moi, ça faisait à peu près, selon les statistiques, sur 10 déplacements, je ramenais à peu près 6 médailles, à peu près. Ouais, ça donc, va. Ça va à peu près, Ça allait. C'est bien. L'exigence que tu dois avoir en tant que pompier de Paris, et que tu dois avoir aussi à la boxe, et que tu dois avoir aussi dans les études. Tout ça, là, comment t'arrivais à concilier ces trois choses? Parce que je pense qu'il y a la fatigue aussi, à un moment donné, qui rentre en ligne de compte, ou ça va t'arriver à bien gérer tout ça? Il y avait la fatigue, mais après, c'est une question d'organisation, quoi. Et c'est de se donner des priorités. Donc, c'est de l'organisation pour essayer de trouver un équilibre, comme tu disais, au niveau études, sport et l'activité de pompier. Et c'était également se donner les moyens, parce que aujourd'hui, il faut quand même s'élever socialement, quoi. Donc, il faut travailler. Donc, j'ai essayé d'avancer à petits pas. Donc, c'est pour ça que là, j'avais commencé du CAP jusqu'à Bac+3. J'ai gravi les étapes tout doucement. Pareil pour le sport, donc du titre de champion départemental à un titre de champion du monde. Voilà. Et pareil pour les pompiers. Donc aujourd'hui, j'ai commencé simple pompier et j'ai gravi les étapes, etc. Et aujourd'hui, j'ai le grade de capitaine. Donc voilà. Donc il a fallu, faut savoir un petit peu ce qu'on veut, mais bon, c'est la motivation, être bien entouré, être bien équilibré, puis savoir un petit peu ce qu'on veut, quoi. Et maintenant, en tant que capitaine de gendarmerie, c'est quoi tes missions? Alors, capitaine de pompier. Capitaine de... pardon, gendarmerie, autant pour moi, capitaine de pompier. Alors, les missions, c'est beaucoup plus des missions de gestion. Donc, j'ai un service où là, aujourd'hui, je suis chef du service développement du volontariat.
au sein de la Seine-Maritime. Donc j'accompagne tous les pompiers volontaires qui souhaitent être accompagnés et avoir des facilités entre les employeurs, leur activité de pompier volontaire pour pouvoir les libérer, pour qu'ils puissent aller en intervention ou faire des formations. Je suis également responsable conseiller technique départemental du 76 en Seine-Maritime, donc je m'occupe du sport. Je suis amené à équiper en sport le matériel dans les différentes casernes, puis encadrer, puis accompagner tous les éducateurs sportifs dans les centres de secours. Et d'un point de vue opérationnel, donc tout ce qui concerne les interventions, donc là je suis plus amené à avoir une responsabilité de coordination. Donc lorsqu'il y a des grosses interventions qui demandent des gros moyens sur place, donc là c'est là où je viens, puis je viens faire l'interservice avec la police, les mairies, la métropole, que ça soit le trafic routier avec les bus, voilà, pour un retour à la normale, quoi. Donc c'est plus une gestion de coordination lorsqu'il y a des interventions de grande ampleur. D'accord. Et au niveau du stress, ouais. Comment tu gères le stress ? Ça se fait avec l'habitude. Avec l'habitude, on arrive à gérer son stress. Alors, je ne veux pas dire que je suis pas stressé. Par contre, j'arrive à le gérer. Donc, avec le temps, j'ai fait pas mal d'interventions. Donc là, j'ai pu quand même balayer pas mal de façades du métier. Et il y a toujours du bon stress, où le bon stress, ça nous permet, face à une situation, de se remettre un petit peu en question, se poser les bonnes questions. Voilà, donc ça permet de se rassurer un petit peu et de faire une réactivation mémoire pour faire face aux différentes interventions. Voilà. Mais le stress, généralement, non, ça va, quoi. Et en termes de discipline, comment ça se passe avec tes différents effectifs ? Alors, avec les collègues ? Ouais. Alors, en termes de discipline, moi, je suis quelqu'un d'accessible. Moi, je suis vraiment quelqu'un d'accessible. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il y a des règles. Donc, les règles, elles sont faites pour être respectées, quoi. Donc, si jamais on met à côté, ça sera peut-être une fois, mais pas deux. D'accord. Ouais. Je pense que tout ça, ça rentre autant en boxe, autant chez les pompiers. C'est des valeurs communes, tout ce qui est discipline, tout ce qui est vraiment l'endurance, enfin le fait d'être vraiment carré dans ce que tu fais. C'est des choses qui sont très importantes et qui se retrouvent dans ces différents domaines. Oui, tout à fait. Donc, je pense que pour pouvoir arriver à toutes ces choses-là, ou si on veut arriver à ce qu'on veut, il faut se donner les moyens. Donc, c'est de respecter certaines règles, certaines valeurs. C'est d'avancer en réfléchissant, ne pas faire n'importe quoi. Et je pense que si on a un cadre de vie assez équilibré et si on respecte les règles, si jamais on se donne un but, un chemin, et je pense qu'il n'y a pas de surprise, quoi. Donc, on peut être confronté quand même à certaines choses, mais elles seront limitées. Puis, en respectant un petit peu cette ligne de conduite, je pense qu'on peut aboutir à peu près à ce qu'on veut, quoi. D'accord. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'esprit de cohésion qu'il peut y avoir chez les pompiers ? Alors l'esprit de cohésion, chez les pompiers, c'est qu'on passe beaucoup de temps ensemble, nous. Donc on passe beaucoup de temps ensemble, on peut traverser certaines épreuves ensemble, certaines interventions qui peuvent être dures. Alors c'est pas tous les jours, mais certaines interventions qui marquent, etc. Donc là, il faut être quand même soudé, il faut être ouvert, voilà. On passe beaucoup de temps, donc ça veut dire que, hormis sa famille, chez les pompiers, souvent on dit que c'est une grande famille parce que on passe beaucoup de temps après sa famille personnelle. L'autre famille, c'est vraiment les pompiers, parce qu'on partage beaucoup de choses, on connaît les caractères des uns et des autres, on connaît un petit peu la vie privée de certains. Donc là, vraiment, il y a une attache qui est assez forte. Et ça, c'est important. D'accord. Ouais. Comment ça se passe entre les pompiers professionnels et les pompiers volontaires ? Alors, les pompiers professionnels, ce sont des fonctionnaires territoriaux. Donc, eux, c'est leur activité, c'est leur métier. Où là, ils ont passé un concours pour devenir pompiers professionnels, soit au grade de caporal, jusqu'à où on peut rentrer avec le grade de lieutenant ou d'officier. Ça, c'est par rapport aux études qu'on arrive un peu plus haut en termes de grade ? Alors, soit les études, ou soit en interne. D'accord. Voilà. Donc, soit avec un bac plus 2, on peut rentrer avec le grade de lieutenant. Un bac plus 3, on peut rentrer avec le grade de capitaine. Ou on peut rentrer directement avec le grade de caporal, avec un niveau scolaire BEPC, bac, voilà. Et à l'issue, on peut monter quand même en interne. Donc, il est possible de monter en interne. Donc, il y a des concours en interne pour pouvoir grimper un peu comme dans tout corps de métier. Ça, c'est possible. Donc, ça, ce sont les pompiers professionnels et les pompiers volontaires. Donc, les pompiers volontaires, ce sont des femmes et des hommes qui, eux, sur leur temps de disponibilité, ils ont une activité bien souvent à l'extérieur, et ils donnent du temps. Donc,
ils donnent du temps pour être pompiers volontaires. Alors la sollicitation, elle est moindre que les pompiers professionnels parce que les pompiers professionnels, eux, ils sont basés bien souvent, ils fonctionnent en 24-48. Ils travaillent 24 heures, ils ont 48 heures de repos. Les pompiers volontaires, eux, ils donnent ce qu'ils peuvent et en fonction de leur disponibilité. Et les pompiers volontaires, on va retrouver vraiment en périphérie de grandes agglomérations. On va retrouver quelques-uns en agglomération, mais c'est une complémentarité des pompiers professionnels. C'est dans les casernes qui sont un peu plus petites et qui sont un peu, on va dire, dans les petites campagnes et tout ça, non? Alors, petite campagne, c'est un peu ça. On peut retrouver également en agglomération, etc. Mais ils ne seront pas autant sollicités que des pompiers professionnels. D'accord. Parce que ils n'ont pas le même temps de disponibilité. Ces hommes et ces femmes-là travaillent également. Ouais. Donc, c'est pas possible de les solliciter autant. Et ils n'ont pas la même disponibilité, quoi. Oui, puis en plus, en tant que professionnel, je pense que tu es plus formé que les volontaires. Alors, pas plus formé. Alors, en tant que professionnel, c'est que il y a une formation de base qui est sensiblement la même, mais après, les pompiers professionnels, il y a des spécialités. Ah oui. Voilà, donc des spécialités qui s'ouvrent à eux, donc à savoir tout ce qui va être descendre des immeubles en rappel, donc c'est le grimpe, ça va être les plongeurs, ça va être les moniteurs de sport, ça va être également tout ce qui va être conduite d'engins particuliers, ça va être également tout ce qui est risque chimique, risque radiologique, donc tout ce qui va être sauvetage d'éléments, donc recherche de personnes ensevelies, tout ce qui va être équipe cynophile. Donc là, ce sont des formations qui demandent beaucoup de temps. Donc là, c'est vrai qu'elles sont plus accessibles aux pompiers professionnels. D'accord. Toi, en tant que capitaine, oui. Comment tu transmets ou est-ce que tu as besoin de faire respecter certaines valeurs ou tu es plus dans l'exemple ou dans la parole? Ah, alors là, tu parlerais peut-être plus au niveau management alors. Ouais. Alors il existe différents types de management. Donc il y a le management participatif où là, on va faire participer un petit peu tous les collègues, etc. Demander l'avis un petit peu à tout le monde de façon que chacun puisse trouver sa place. On va retrouver le management directif où là, écoutez, les gars, c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà. Donc, il va y avoir le management délégatif où là, on va déléguer certaines missions ou certaines responsabilités à certaines catégories de personnes. Donc, en fin de compte, il faut essayer d'allier un petit peu tout ce type de management de façon à trouver un certain type d'équilibre. Mais à pas confondre le management où là, ce sont des missions fonctionnelles dans le travail de tous les jours et tout ce qui va être commandement. Commandement, c'est l'opérationnel, c'est sur intervention. Ouais. Donc, le commandement, c'est comme ça et c'est pas autrement. Tandis que le management, là, on va pouvoir discuter, prendre l'avis un petit peu de tout le monde, faire avancer sur certains projets. Lorsqu'on met des choses en place en mode projet, là, on va demander l'avis à tout le monde et voilà. Mais sur l'intervention, là, non, il y a des chefs. Et sur l'intervention, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc là, il n'y a pas de management, c'est du commandement. C'est du commandement. Voilà. Et comment tu arrives à bien gérer ta vie personnelle et ta vie professionnelle? Oh, ça va, ma femme, elle est conciliante. Alors, parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Voilà, parce que il y a les horaires de travail qui sont ce qu'elles sont un petit peu comme tout le monde. Alors, c'est vrai que quelquefois, on en fait un petit peu plus que la normale. Mais après, c'est à soi de trouver un petit peu l'équilibre. Voilà. Alors, c'est vrai que moi, j'ai mes horaires classiques. On m'appelle souvent, peut-être un peu tard, etc. Je réponds parce qu'ils savent que je vais répondre. Puis voilà. Mais après, c'est à soi de trouver son équilibre. Voilà, parce que arrivé à un moment, pour être bien dans sa tête, il faut trouver un équilibre familial, un équilibre professionnel, un équilibre sportif. Puis là, je pense que tous les ingrédients sont là pour être bien, quoi. Ouais. Et en termes de formation, comment ça se passe? Parce que toi, par exemple, est-ce que toi, tu as une spécialité, par exemple, dans les spécialités que tu disais tout à l'heure? Ouais, alors moi, j'ai des spécialités. Il y a des spécialités que j'ai eues et que je n'ai plus parce qu'en fin de compte, j'étais plus dans le centre où il y avait la spécialité. D'accord. Voilà, donc moi j'ai été tout ce qui concerne sauvetage d'ébléments, donc lorsque les personnes ensevelies, recherche de personnes, également risque chimique et risque radiologique. Donc je suis concepteur de formation. Donc je suis là pour mettre en place et concevoir des séquences de formation et également donc moniteur de sport, conseiller technique départemental au niveau sport. Et après il y a d'autres formations que j'ai eues que je pratique plus. Donc j'étais responsable feu de navire. Donc feu de navire lorsqu'il y a des feux sur les navires, etc. Donc comment intervenir sur les navires, etc. Et là maintenant comme j'ai pris d'autres fonctions, etc. Et je suis plus dans le centre support. Donc là j'y suis plus. D'accord. Donc voilà, c'est une multitude de possibilités chez les pompiers. Ah ouais, je vois ça. Et donc forcément, tu es obligé de garder toujours une
bonne condition physique. Comment tu t'entretiens ? Alors la bonne condition physique, alors pour être tout à fait honnête, c'est que là maintenant moi je suis plus dans du management ou de la gestion d'intervention de plus grande ampleur. Donc là je suis plus primo-intervenant. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a une intervention, etc., c'est pas moi qui va intervenir. Voilà. Tout de suite. Ouais. Donc c'est plus à eux qu'on va leur demander une condition physique vraiment accrue. Donc moi, ma condition physique, elle peut être relative. Mais bon, il y a quand même des restes. Voilà, je m'entretiens quand même. Oui. Voilà, lors de nos exercices, nos compétitions interpompiers. Voilà, donc il y a toujours des petites choses intéressantes à participer en équipe, quoi. Ouais, c'est vrai. En plus, tu parles de compétition interpompiers. Je me rappelle qu'une fois, tu m'avais donné un ensemble de baskets parce que tu étais parti c'était un championnat du monde des pompiers, non ? Oui, tout à Il fait. me C'est semble. parce que nous, alors dans chaque corporation, on a nos propres championnats. Donc chez les pompiers, on a également ce qu'on appelle les Jeux mondiaux. C'est un rassemblement de tous les pompiers du monde, donc qui a lieu tous les 2 ans. Et ça peut se passer n'importe où dans le monde. Et en l'occurrence, oui, effectivement, donc je t'avais offert un jeu de maillot de basket, je crois. Ouais, équipe de France. Voilà, Ouais. c'est ça. Donc nous, on était partis en Nouvelle-Zélande pour représenter la France pour pouvoir faire les Jeux mondiaux dans différents secteurs d'activité. Donc avec nous, on avait des cyclistes, des karatékas, nous avions des footballeurs, des marathoniens. Et pour ma part, moi, j'avais fait du taekwondo et karaté. Voilà. Et tu y as participé plusieurs fois ? Oui, donc participer en France, lorsque c'était en France et en Nouvelle-Zélande. Voilà, avec un titre où j'avais remporté la médaille d'or en karaté en France et en Nouvelle-Zélande, en taekwondo, j'avais fait 2e. Ouais, le premier était très costaud. C'était costaud. Ah bah c'est bien tout ça, ça participe vachement à l'équilibre de ce que tu disais tout à l'heure, l'équilibre entre la discipline qu'il faut dans le commandement et justement le fait de faire toutes ces activités extra-pompiers peut-être, on va dire, non ? Ça déverrouille les soupapes Oui, tu peux puis souffler. ça permet aussi de souder un petit peu les équipes, ça permet de se voir dans d'autres contextes. Ouais. C'est comme dans tous les boulots, donc il y a le travail en lui-même, mais après, si jamais on peut allier également les activités annexes ou se retrouver un petit peu dans d'autres circonstances, Mhm. alors que ça peut être le sport, ça peut être une soirée, ça peut être des rencontres ou des projets à mettre en place. Quelquefois, il y a des portes ouvertes, donc on fait des portes ouvertes où là on accueille le public, donc on essaie de mettre des choses où on se voit dans un autre contexte. Ouais. Et ça permet de partager, puis aussi casser un petit peu les codes entre chefs. Oui. Puis voilà, donc ça permet de... Ça remet un peu tout le monde au même niveau. Voilà, quasiment, et c'est puis, ça. ouais. C'est ça, et ça, je pense que on en a besoin, quoi. Oui, ouais, c'est important, c'est Ouais. important. En termes de santé mentale, Oui. chez les pompiers, comment ça se passe ? Alors en termes de santé mentale chez les pompiers, alors nous on a un service de santé chez les pompiers et là ce qui est mis en place cette année c'est que on a des formateurs santé mentale où là on commence à travailler un petit peu sur la santé mentale des agents. Alors forcément, bien évidemment, si jamais il y a une intervention qui a été marquante ou traumatisante, donc nous on a des psychologues, on a des médecins, des infirmiers où là les agents peuvent être pris en charge par ce service-là si l'intervention a été marquante ou traumatisante. Mais aujourd'hui, il est mis en place des choses concernant la santé mentale, mais c'est surtout pour le bien-être. C'est pour le bien-être des gens. Alors ça va être pour éviter un petit peu le surmenage, ça va être pour un petit peu l'organisation, ça va permettre de trouver un petit peu son équilibre et c'est de donner un petit peu des billes à chacun de façon à pas être un petit peu surmené par tout ce qui peut se passer, alors aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle, quoi. Donc là, c'est des choses qui sont mises actuellement en place. C'est assez récent. C'est récent, Ouais. ouais, c'est important. Parce qu'en plus, vos interventions, des fois, ça peut être très marquant. Donc, Oui, alors c'est pas souvent, mais ça peut être très marquant. Ouais. Parce que ça peut être très marquant soit pour les victimes, puis nous on assiste, ou soit ça peut être très marquant pour nous-mêmes. Parce que ça peut concerner un des agents ou ça peut concerner un décès, un collègue de chez nous, quoi. Donc, alors au boulot comme partout, s'il y a un vide, s'il manque une case, s'il manque un casier, donc forcément que ça peut être marquant, quoi. Ouais. Après, toutes les interventions, on en discute beaucoup. Mhm. Voilà, alors on en discute, c'est pour nous rassurer, hein, Oui. bien évidemment, puis c'est pour voir un petit peu ce qu'on a mis en place si jamais on était en phase avec tout ça. Alors on n'est jamais tout seul, Ouais. mais c'est vraiment pour voir, puis aussi d'améliorer les choses. Mais pour améliorer les choses, c'est pour ça qu'on s'entraîne régulièrement, pour pouvoir avoir les automatismes, puis mettre toutes ces choses-là en place pour que ça soit inné, quoi. Ouais. J'avais vu une émission justement sur les pompiers. Il y avait un témoignage. En fait, le gars il expliquait que après certaines interventions qui pouvaient être un peu dures, ils se réunissent un peu
peu en rond, en table ronde, et puis justement, ils échangent par rapport à ce qu'ils ont vécu et leur ressenti. Ouais, c'est ça. On remet pas en cause ce que les gens ont fait, mais c'est vraiment dire ce qu'on a fait, etc. C'est de dire est-ce qu'on aurait pu faire autrement ou pas face à cette situation-là, voilà. Puis de voir, parce qu'on est tous des êtres humains, il y en a qui peuvent être marqués davantage parce que ils vont peut-être se reconnaître sur une intervention où là, peut peut-être y avoir un décès ou un problème particulier, puis la personne se reconnaît parce qu'au sein de sa famille, il a peut-être eu la même chose, ou peut-être au sein de sa famille, les gens qui sont incriminés par la situation, ils s'y retrouvent aussi parce qu'il y a peut-être un enfant du même âge ou des choses comme ça. Donc c'est bien d'en discuter puis d'en parler parce que là, nous on est là, c'est vrai, pour assister les gens, sauver les gens, mais au fond nous on est aussi des gens, quoi. Oui, on est tous des êtres humains. Voilà, c'est ça, quoi. Avec des sentiments, avec des ressentis, on est humain. Et toi, par exemple, est-ce qu'il y a une intervention qui t'a marqué, qui t'a choqué? À vrai dire, des interventions, moi j'en ai fait beaucoup, énormément. Donc pas spécialement qui m'a marqué, c'est peut-être plus ces interventions où je suis vraiment sensible ou attentif, c'est lorsque ça touche des enfants en bas âge, quoi. En tant qu'individu, je fais ce qu'il y a à faire, etc. Je dirige les collègues, mais c'est plus le ressenti des familles, quoi. Ouais, c'est pas évident parce qu'arriver à un moment, c'est que les familles nous regardent et ils nous regardent dans les yeux. Et ils savent très bien, en fonction de notre regard, etc., ils savent si jamais l'intervention est compliquée ou si jamais il y a de l'espoir. Donc c'est plus ça. Donc c'est pour ça que moi, c'est ce que je dis aux équipes, c'est de s'entraîner de façon à être au top, quoi. Mais il y a des situations où on arrive, malheureusement c'est trop tard, etc. Et c'est plus gérer l'entourage, la famille, etc. Voilà, donc les interventions, moi c'est plus lié à ça. Ouais. Et par exemple, dans le cas où ça se passe pas bien, qui va parler à la famille? Alors nous, dans notre procédure, c'est que sur place, il peut y avoir un médecin. Voilà, ou s'il n'y a pas de médecin, etc., nous, systématiquement, quand il y a une intervention qui est un petit peu particulière, on envoie un échelon supérieur, donc un chef de groupe ou un chef de colonne, donc c'est des cadres qui, là, eux, sont là pour gérer un petit peu l'entourage et l'interservice, donc, et de protéger aussi le personnel qui est intervenu. C'est de savoir si jamais le personnel qui est intervenu, s'ils ont besoin d'un débriefing, s'ils ont besoin d'être suivis pour un petit moment. Et sur place également, on est là pour gérer un petit peu l'interservice avec la police, avec la mairie éventuellement s'il y a besoin de relogement. Ouais. C'est gérer également avec les services de la mairie, notamment le CCAS, donc les forces de l'ordre. C'est de traiter avec les familles, parce que les familles sont démunies, etc. C'est de vraiment leur apporter un petit peu les premiers éléments pour les aiguiller pour les premières démarches. Parce que souvent, quand on perd sa maison, quand il y a un décès, les gens, ils savent pas comment faire, etc. Donc, c'est vraiment leur donner les premiers éléments, puis les accompagner, quoi. Ouais, t'es complètement perdu, et donc c'est vrai qu'une aide comme ça, c'est la bienvenue. Ok. J'avais une question aussi. Tout à l'heure, tu disais que tu étais spécialisé dans tout ce qui était chimique et tout ça? Ouais, il y a plusieurs niveaux. Il y a niveau 1, 2, 3, 4. 4 niveaux. Et en fonction de l'intervention, on déclenche les différents niveaux. D'accord. Ouais. Et je voulais savoir si tu étais intervenu pour l'incendie de Lubrizol. Oui, alors on est tous intervenus plus ou moins pour Lubrizol. Alors moi, personnellement, je suis intervenu que le lendemain. D'accord. Donc moi, je suis intervenu que le lendemain, donc j'y suis allé, mais j'avais la charge de tout ce qui était émulseur. Donc c'est tout ce qui est un composé chimique, où on fait de la mousse pour pouvoir éteindre tout ce qui est feu hydrocarbures. D'accord. Donc moi, j'avais cette responsabilité juste au niveau de la réception des différents véhicules qui venaient. Alors nous, il y a des véhicules qui venaient de Reims, d'un peu partout, oui, pour avoir des réserves. Donc j'avais cette gestion-là, quoi. Okay. Mais je ne suis pas intervenu comme primo-intervenant parce que j'étais pas là le jour J, quoi. Ah ouais, donc il y a beaucoup de véhicules d'autres régions qui viennent prêter main forte. Oui, parce que forcément, dès l'instant qu'il y a un accident, un accident lambda qu'on va pouvoir gérer, on a le matériel et on a les ressources. Mais lorsque ça dépasse la normalité, c'est pas possible. Ouais. Donc on est obligé de faire appel aux départements voisins. Donc les départements voisins viennent nous donner un petit coup de main, au même titre que nous, s'il y a un accident ailleurs, on ira en renfort dans les départements voisins, quoi. Alors renfort aussi bien humain, voilà, en termes de soldats du feu, ou renfort technique, ou renfort conseil, ou en renfort de moyens opérationnels, quoi. Ouais. Et donc quand c'est comme ça, en termes de logistique, c'est toi qui gères la logistique, c'est toi qui gères le commandement
tes pompiers qui y arrivent? Alors nous, c'est bien fait. Hein. On a une organisation qui est bien définie. Donc tous les jours, il y a des pompiers qui sont de... Alors je parle pour la chaîne de commandement, les gradés. Donc il y a des gradés qui sont d'astreinte. Et les gradés qui sont d'astreinte, c'est bien défini. Ils sont d'astreinte par secteur. Et ils sont d'astreinte par spécialité. Okay. Voilà. Et il y a des niveaux de montée en puissance. Et en fonction de l'intervention, on va peut-être déclencher le premier niveau, et ensuite soit le deuxième niveau, etc. Et après, on demande les moyens nécessaires. Voilà. Puis après, il y a des choses où on prévient la préfecture, etc. La préfecture prévient la préfecture de zone. Voilà. Donc ça monte vraiment en puissance. C'est vraiment cadré. Hein. Ouais, c'est... Ouais, les choses ne sont pas faites n'importe comment. Ouais, parce non. qu'après, s'il y a justement des erreurs de fait au niveau de l'échelonnement, du commandement ou quoi, après, les gens peuvent se retrouver au tribunal et tout ça. Ah oui, comme partout. Ouais, Donc forcément, il peut y avoir des poursuites ou peut-être que les gens ne comprennent pas. Voilà, mais nous, les choses sont quand même bien faites. Les choses sont écrites. Donc on a des moyens qu'on doit mettre en place. Voilà, donc on fait le nécessaire pour mettre les moyens en place. Après, le résultat, c'est autre chose. Mm-hmm. Parce que comme le brisol, on ne peut pas éteindre ça en 10 minutes. Ouais, non. Voilà, donc voilà. Mais par contre, on a des moyens pour pouvoir mettre. Et après, les moyens qui arrivent de l'extérieur, il faut bien que le temps qu'ils arrivent. Ouais. Voilà. Mais non, nous, généralement, ça se passe bien. Mm-hmm. Voilà, parce qu'on a un système qui est pyramidal. Il y a une montée en puissance, quoi. Donc ça veut dire que systématiquement, dès qu'il y a une intervention ou quoi que ce soit, si on doit monter en puissance, en face, on a les moyens pour pouvoir répondre, quoi. D'accord. Au début, tu nous as dit que ça faisait à peu près 30 ans Ouais. que tu es chez les pompiers. Oui, c'est ça. Donc, tu as vu l'évolution ou justement la perte de moyens chez les pompiers. Comment ça se passe? C'est quoi ton ressenti en termes d'évolution de ton métier? Alors, l'évolution, c'est plus l'évolution matérielle. Mm-hmm. Voilà. L'évolution matérielle, les constructeurs, c'est la société a changé, c'est tout ce qui va être bâtimentaire, tout ce qui est structurel a changé également. Mm-hmm. Les normes également ont changé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des véhicules de plus en plus sophistiqués. Donc il faut savoir bien s'en servir pour pouvoir tout mettre en œuvre. C'est vraiment l'évolution technique qui a vraiment changé. Après, les gens, forcément, avec les temps, les gens changent. Ils ont d'autres habitudes, ils ont d'autres loisirs. Aujourd'hui, tout ce qui est bâtimentaire ou autre, les constructeurs construisent avec des matériaux qui sont différents. Mm-hmm. Voilà, donc avec des coûts moindres. Donc peut-être qu'il y a plus de dangerosité. Voilà, mais en face, nous, on a des moyens pour pouvoir mettre en face. Mais c'est vraiment tout ce qui est technologique qui a vraiment évolué. Qui a vraiment évolué. Donc, ça soit les engins, les techniques d'extinction, nos échelles avec différents bras articulés. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est technologique, quoi. Ouais. Et tu sais, souvent, quand on regarde les infos ou quoi, on peut voir, par exemple, que les pompiers sont appelés à tel endroit et qui subissent du caillassage ou des choses comme ça. Est-ce que tu as déjà été témoin de choses comme ça? Alors oui, témoin, oui, parce que lorsque j'étais de permanence, etc., donc quand je suis de permanence sur toute l'agglomération romannaise, donc on peut entendre sur les radios que tel engin s'est fait caillasser, etc., mais bon, bien souvent, c'est parce qu'il y a eu un événement particulier dans un quartier et que les jeunes ou la population est révoltée à l'instant T, et tout ce qui a un uniforme ou tout ce qui représente un petit peu l'État est un petit peu ciblé, quoi. Donc pour ça, on est au courant, on a des téléx et on a des points de rendez-vous avant d'intervenir. D'accord. Pour pouvoir pallier un petit peu à ça, puis faire attention et protéger nos agents lorsqu'ils interviennent. Au cas où, quoi. Donc ouais, ça fait 30 ans et tu penses faire ça combien de temps? Rester chez les pompiers? Parce qu'à la retraite, je pense. Là, ça va être difficile de changer de travail, quoi. Non, mais je pense que je resterai. Oui, il y a de grandes chances que je resterai chez les pompiers jusqu'à la fin, quoi. Et par exemple, chez les pompiers, parce que je vois, par exemple, moi je travaille dans les transports en commun, il arrive que des fois, certaines personnes partent à la retraite, mais qui reviennent pour travailler. Est-ce que ça arrive? C'est des choses qui peuvent arriver chez les pompiers? Alors nous, on a des agents qui quittent les pompiers. Alors, ils ne quittent pas les pompiers, ils prennent ce qu'on appelle une disponibilité. Ouais. Donc ça veut dire que pendant un laps de temps, ils décident de mettre les pompiers en stand-by et d'aller faire autre chose. Donc ils vont faire autre chose pour des convictions personnelles, donc il y a vraiment de tout, et ensuite il y a possibilité de revenir. Voilà. Mais quelqu'un qui part à la retraite, non, nous on est fonctionnaire, une fois qu'on est parti à la retraite. Oui, c'est vrai. Voilà, on est parti à la retraite. Mais il est possible pour les pompiers professionnels et également pour les pompiers volontaires de prendre une disponibilité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on prend une disponibilité, les choses évoluent très vite. Ouais. Donc lorsqu'on revient,
ça risque d'être un petit peu dur pour raccrocher le wagon, quoi. Ouais, parce qu'il y a toujours des mises à jour, enfin il y a tout le temps des formations. Des formations, des recyclages, voilà, pour être à jour de tout, quoi. Et après, la vie évolue, c'est que si on part en disponibilité, sa carrière s'arrête. Ouais. Et lorsqu'on revient, on revient avec le même grade. Donc l'ancienneté, l'ancienneté s'arrête aussi. S'arrête aussi, ouais. Ce qui est logique, tout à fait. On arrive bientôt à la fin, à la fin du podcast. Est-ce que tu aurais des conseils à donner, par exemple, à des jeunes qui veulent se lancer dans une carrière de pompier ? Qu'ils n'hésitent pas, c'est qu'ils se rapprochent d'une caserne la plus proche de chez eux. Alors en Seine-Maritime, tout d'abord, c'est pour être pompier volontaire, c'est habiter à moins de 8 minutes d'une caserne. D'accord. Voilà. Pour certaines casernes où il y a une grosse quantité de pompiers professionnels, donc là, ils tolèrent 15 minutes parce qu'il y a des gardes qui sont vraiment postés. Donc, il ne faut pas hésiter à frapper à la porte et c'est demander les renseignements pour devenir pompier volontaire et également devenir pompier professionnel. Pompier professionnel, donc c'est un concours, comme je disais tout à l'heure. Et tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place. Et la chance en Seine-Maritime, c'est que nous, on accueille tous ceux qui souhaitent devenir pompiers professionnels et on les prépare au concours. Ah. Voilà. Donc, nous, il y a une cellule particulière où là, on recense les gens qui souhaitent passer le concours et on les accompagne. Et on les accompagne sur toutes les épreuves sportives, donc on les entraîne, sur tout ce qui est épreuves écrites, donc français, mathématiques, et ensuite l'épreuve orale. Donc là, il y a de la place pour tout le monde, que ce soit des hommes, des femmes, voilà. On demande un minimum de conditions physiques. Alors pour être pompier volontaire, on demande un minimum de conditions physiques. Pour être pompier professionnel, là c'est un concours. Donc qui dit concours, donc il faut avoir les meilleures notes. Voilà. Donc qui dit avoir les meilleures notes, donc c'est de se dépasser et se donner à fond, que ça soit pour l'écrit, l'oral et le sport, quoi. Mais tout le monde peut s'y retrouver avec de la volonté, puis que tous ceux qui écoutent, qu'ils n'hésitent pas de frapper à la porte d'une caserne, même demander des renseignements, et ils seront aiguillés sur la caserne qui va bien, même si c'est pas la caserne du secteur, ils seront aiguillés sur une autre caserne où là on leur donnera les coordonnées de la personne qui gère tout ça, et tout le monde peut trouver sa place. Et à titre indicatif, c'est quoi les épreuves, par exemple, qu'on peut passer pour être pompier professionnel ? Alors, les épreuves pour être pompier professionnel, donc avant tout, ce sont des épreuves écrites. Donc, 2 épreuves écrites. Une épreuve de français, donc étude de texte suivie d'un QCM en français. Une épreuve de mathématiques en QCM avec des niveaux vraiment accessibles. Suite à ça, si l'agent est retenu, il va passer les épreuves physiques. Donc, les épreuves physiques au nombre de 3. Donc, c'est la piscine. Donc 50 mètres à réaliser, 50 mètres en moins de 50 secondes pour les garçons et en moins d'une minute pour les filles. Et ensuite, ils ont ce qu'on appelle un parcours professionnel adapté. Donc c'est un peu le parcours du combattant chez les pompiers, donc également chronométré. Et pour terminer, un luc léger. Un luc léger, donc c'est un petit système de navette avec des bips. Et là, c'est pareil, donc c'est d'aller le plus loin possible. Et pour terminer, pour tous les lauréats, ça sera un oral. Et un oral qui va durer environ 10 à 15 minutes, où là, on va essayer de rechercher la motivation du candidat, pourquoi il souhaite être pompier professionnel, etc. Et l'agent, 5 minutes pour se présenter et nous convaincre. Ouais. D'accord. Et en termes d'effectifs, est-ce que c'est un peu comme dans l'armée où vous recherchez activement du monde ? Oui, alors pour les pompiers professionnels, on recherche toujours du monde parce que les pompiers professionnels arrivent à un moment, il y a un turnover avec le baby boom et il faut fidéliser nos effectifs. Et les pompiers volontaires, ça on recherche tout le temps parce que les pompiers volontaires, c'est que la ressource, les gens sont pompiers. Alors la moyenne pour un pompier volontaire, c'est à peu près 7 ans et demi. Les gens restent pompiers volontaires 7 ans et demi, mais il faut renouveler un petit peu toutes ces personnes-là. Donc là, on a toujours besoin de pompiers volontaires. Sachant qu'aujourd'hui, les pompiers volontaires, il est possible de faire ce qu'on appelle du différencié. C'est qu'avant, lorsqu'on était pompier volontaire, on était obligé de faire toutes les missions. Le feu, tout ce qui concerne le secours à personne et tout ce qui est opérations diverses. Voilà. Et aujourd'hui, il est possible de rentrer chez les pompiers et de faire uniquement de l'ambulance. Ça, c'est possible. D'accord. Voilà, donc on essaye de s'ouvrir un petit peu à tous les publics. Donc c'est ce qu'on appelle l'engagement différencié. D'accord, très bien. Merci pour toutes ces informations. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Que du bonheur. Ouais. Non, moi je merci de m'avoir accueilli. Donc je vous dis bonne continuation. Voilà, puis plein de podcasts, voilà, beaucoup. Puis merci pour tout. Merci beaucoup Manu d'être venu sur le podcast IAM, nous avoir raconté un peu ton histoire et tes différents parcours. J'espère que ça va motiver certaines personnes. Je pense. J'espère bien, oui. Parce que là, t'as tout mis là. J'ai essayé. Non, en tout cas, c'était très très instructif. Merci beaucoup. Et puis merci à toutes et à tous pour l'écoute. Et à plus, à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast I Am, dans lequel les invités vont partager avec vous leur passion, leur métier, les hauts, les bas qui font d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Allez, c'est parti.